Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine pour la première partie de notre entrevue un vétéran de la pratique médicale, Dr René Saint-Cyr. Originaire du Lac-Saint-Jean, issu d'une famille de 14 enfants, Dr Saint-Cyr avait un frère aîné médecin. Et c'est ce qui a fait naître chez lui l'intérêt pour la profession. La rencontre de cette semaine, c'est l'occasion de retourner dans le temps. Vif d'esprit, grand conteur, Dr Saint-Cyr nous fait découvrir un passé pas si lointain qui ne ressemble en rien à ce qui constitue notre quotidien. Un grand honneur et un grand privilège pour moi de recevoir cette semaine Dr Saint-Cyr. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Docteur Saint-Cyr, bonjour. Bonjour, Dr Gagné. Ça va bien? Ça va très bien, comme toujours. Merci de m'accueillir chez vous. C'est un honneur pour moi de vous accueillir chez moi. Alors, je vais commencer par vous demander votre âge, donc pour situer nos auditeurs. Est-ce que je peux le dire? Oui. Alors, je suis né en 1936, donc ça me donne 87 ans, que je viens d'avoir il y a à peu près 15 jours, le 23 septembre. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Excellent. Je voulais vous rencontrer, on s'est connus dans d'autres circonstances, puis je me suis fait la réflexion, lorsqu'on a commencé à parler ensemble, d'abord la vivacité d'esprit, puis on parlait à travers d'autres choses de votre carrière, puis la réflexion, je me suis dit, c'est que, tu sais, souvent on parle des grandes guerres, puis il y a les vétérans des grandes guerres, puis on essaie d'avoir l'histoire de ces gens-là, puis d'entendre ce qu'ils ont vécu, puis je trouvais, du point de vue de la médecine, vous êtes un vétéran. Puis c'est un peu pour ça que je voulais vous rencontrer. Vous avez vécu des choses en médecine que peu de gens ont connues. On va en parler dans quelques minutes. Là. Donc, vous avez pratiqué avant la venue de l'assurance maladie. Puis je me disais, il faut que je parle au docteur Saint-Cyr pour qu'il me raconte ce que c'était avant, parce qu'un jour, il n'y aura plus de médecins qui ont connu la pratique des années 60. Donc, c'est vraiment un honneur donc, d'être avec vous aujourd'hui pour ça. Là, donc. Mais tout l'honneur est pour moi. Vous pouvez être sûr de ça. Vous allez me raconter d'abord qu'est-ce qui vous a amené en médecine, disons. Qu'est-ce qu'un jeune homme qui est né dans les années 30, donc peut-être, tu calcules 40, milieu des années 40, peut-être, fin des années 40, décide, moi je vais embrasser la carrière médicale. Bon, en 53, quand j'ai commencé mon séminaire, là, mon cours classique, j'avais un frère qui était médecin. OK. À Delbourg. Alors, j'allais souvent chez mon frère parce que j'aimais ça aller là. Tu sais, c'était bien nanti. T'es plus âgé, donc. Il était plus âgé que moi, oui. Okay. C'était mon grand frère. Okay. Puis, en plus, mon frère, Jacques, qui était médecin à Delbourg, là, il était médecin à Delbourg. Alors, je pouvais le rencontrer très facilement. Puis, tu sais, j'allais chez lui, puis là, il me disait, « Oh, je viens d'avoir un appel, j'ai un accouchement. » Oh, un accouchement. Ça fait que là, je le voyais partir avec sa petite trousse, puis à un moment donné, il revenait plus tard. Puis, comment ça a été? « Ah, c'était un petit gars, puis il est en bonne santé, les parents sont contents. » Puis tu sais, il comptait ça, puis il faisait son bureau aussi dans sa maison. Ça fait que je voyais des patients là, dans la salle d'attente. Là. C'était un peu discret, là. C'était un peu éloigné d'où on était. Nous autres, c'est quand même dans l'air de vie. C'était dans l'air de vie, mais isolé un peu. Là. Il était isolé un peu de la maison malgré tout. Alors,
tu sais, je voyais des gens que je connaissais qui étaient là, puis qui rentraient dans le bureau, qui sortaient, puis une claque sur l'épaule. Puis, tu sais, c'était la médecine très conviviale dans le temps. Hein? Est-ce qu'il faisait de l'hôpital ou est-ce à Dolbeau à l'époque? Oui, il y avait un hôpital à Dolbeau. Okay. Il y avait un hôpital à Dolbeau. Puis vous habitiez à Dolbeau, là? Vous étiez dans un petit village? Dolbeau, c'est un petit village. C'est déjà un petit village, mais... De dizaines de mille, 10 000 habitants à peu près dans le temps. Puis Dolbeau, en fait, ça a été construit autour d'un moulin à papier. Alors mon père était de la région de Shawinigan, grand-mère, ma mère aussi, là, dans cette région-là. Puis il y a un moulin à papier qui a fermé, le moulin d'Abedgo à Shawinigan. Puis les gens de cette région-là, Trois-Rivières, Shawinigan, sont venus s'installer à Dolbeau. Alors ça, c'est l'origine de Dolbeau en particulier. Puis dans ce temps-là, l'électricité, là, je ne sais pas s'il y en avait à Dolbeau, mais il n'y en avait pas dans les environs. Alors, quand un moulin à papier s'installe, ben c'est la première chose qui rentre, c'est l'électricité. C'est vraiment un moteur de développement. Ah, c'est sûr. Alors là, ils ont rentré. Puis nous autres, on vivait dans une maison de la compagnie. Alors moi, j'ai été élevé avec l'électricité. OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, notre ami premier ministre, il fait beaucoup de propagande sur le troisième lien, là. Okay. Mais dans le temps, Maurice Duplessis, disons, un de ses discours, électeur, électrice, électricité. C'est un... Bon, en tout cas, alors, pour vous dire que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'était vraiment ça qu'on devait avoir au lieu d'un troisième lien dans le temps. Okay. Sinon, les gens dans le voisinage, peut-être les campagnes, les campagnes, il n'y avait pas d'électricité. Okay. Non. Quand même. Des réfrigérateurs avec de la glace. Ils gardaient de la glace là, dans des genres de granges, là, avec beaucoup de brintis, puis mettaient la glace dedans l'hiver. Pour que ça dure l'été. Puis ça durait l'été. Puis on voit aussi parfois en campagne, là, les espèces de petites cabanes enfouies dans le sol. Oui, ben c'est ça. Ça, c'était pour la nourriture aussi. Ça, c'était la nourriture, les patates, les fruits, les légumes, là, ça, surtout les pommes de terre. Là. Est-ce qu'à l'époque, quand vous grandissiez, parce que moi, mes parents viennent de la région de l'Amiante, là, Black Lake, Thetford, puis à l'époque, souvent, on disait, là... pour les jeunes hommes, tout au moins, là, c'était droit, médecine, prêtrise. Est-ce que c'était ça qui était... C'était ça. Avez-vous contemplé les deux autres options? Oui, parce que j'avais un frère qui était... Quand je suis rentré au séminaire, j'avais déjà un frère qui était là, puis lui, il se dirigeait vers la prêtrise. Okay. Puis alors que j'étais au séminaire, ben, lui, il me disait, ben, moi, j'étais fier de lui, là. Mm-hmm. Puis il disait, il ne tient qu'à toi si tu veux être prêtre, là, t'es dans la bonne voie. Mais je suis pas allé au séminaire facilement parce que chez nous, ma mère a eu 18 grossesses, 16 à terme, 2 enfants décédés en bas âge, mais on était 14 à la maison. Fait que moi, en 7e année, là, quand on arrivait à 11 ans, là, bon, normalement, je pouvais aller au séminaire, mais j'avais mon frère qui était là au séminaire, et mon autre frère là, qui est devenu prêtre. Là. Alors, mon père dit, je n'ai pas le moyen de t'envoyer là. OK. Puis là, à un moment donné, j'étais dans un collège des frères de l'instruction chrétienne. Alors, le frère me dit, ben, tu pourrais venir au Juvenat des frères de l'instruction chrétienne à la Pointe-du-Lac, là, tout près de Trois-Rivières. Puis là, c'était gratuit. Alors, je suis allé au Juvenat des frères de l'instruction chrétienne alors que j'avais 11 ans. Disons que j'ai eu 12 ans dans l'année, là, mais... Mm-hmm. Et après ça, j'ai été un bout de temps à Pointe-du-Lac, puis rendu au mois de septembre, on a déménagé à Dolbeau. Mais au Juvenat des frères de l'institution chrétienne, là, 4 ans, j'ai été 4 ans là, sans jamais sortir pour aller dans ma famille. On s'entend? Toute l'adolescence? Toute mon adolescence, je suis sorti de là, mettons, j'avais 11 ans, là, j'avais à tout près 12 ans, alors j'avais 16 ans, c'est vraiment mon adolescence, je l'ai passé avec les frères de l'institution chrétienne. Quand même. On ne sortait pas Noël le jour de l'an, rien de rien. J'ai 4 ans là. Mais par contre, là,
tu sais, ils nous enduraient pas à rien faire. Hein. Quand on avait des temps libres, là, j'ai touché à tous les sports. J'ai joué au baseball, au softball, j'ai joué au hockey, j'ai fait du patin, du ski, un peu de tout, là. Mhm. Puis de la natation, parce que l'été, il y avait canalisé un cours d'eau, puis on avait une belle grande piscine, mais en plein bois, là, avec, tu sais, une température dans les 65, 70, l'eau fraîche, comme vous dites. Puis ensuite, la décision pour la médecine, ça s'est pris finalement. Ben là, après ça, ben, quand je suis sorti de là, j'avais fait ma 11e année, je sais pas, aujourd'hui, ça devait être dans les secondaires. Alors là, il fallait que je m'en aille au séminaire. Puis le séminaire, normalement, c'était le cours classique, c'était 8 ans. Hein? Mhm. Alors, je l'ai réussi à le faire en 6 ans parce que j'avais fait ma 11e année. Puis, où j'étais déficitaire, ben, c'était pour le latin et le grec. Puis, mes frères qui étaient au séminaire m'ont trouvé un prêtre qui me donnait des cours privés. Alors, j'ai pu sauver 2 ans. Alors, j'ai fait mon cours classique en 6 ans. En apprenant le latin et le grec. En latin et le grec pour rattraper mes confrères. Là. OK. Et médecine à l'Université Laval ensuite. Ah ben, c'est ça. Puis si vous me parliez de ça un peu, les études dans une université catholique, Non, au début des années 60. Je disais ça un peu pour rire, parce qu'on avait des cours de morale. OK. C'est pour ça que je disais que c'était catholique. Puis surtout, vraiment, le sujet à l'ordre du jour, ben, c'est toujours la pilule. Hein? Tout à fait. Ben, Parce qu'en faisant des recherches, on voit que la pilule contraceptive avait été décriminalisée au début des années 60, mais pas pour la contraception. Si je ne m'abuse, simplement à des raisons pour régulariser le cycle menstruel ou ouais. selon ce que j'ai compris de l'histoire. Mais d'après moi, là, c'est que ben, il y avait une loi, d'ailleurs, ils ont fêté, je pense, un 50e anniversaire, parce que la loi avait été instituée en 1960. C'est ça. Puis on dit prorogé, enlevé, là, Mm-hmm. en 1969. OK. Mais ce qu'on connaissait de la loi comme praticien, c'était qu'on pouvait donner la pilule juste s'il y avait des problèmes d'origine menstruelle. C'est ça. Alors, on en trouvait relativement. Vous en trouviez facilement, c'est ça? Ben, pas moi nécessairement, Mm-hmm. mais les patientes. OK. Parce que les patientes, entre eux autres, ils se disaient, comment c'est ça que le docteur t'a donné des pilules, toi? Puis moi, il veut pas m'en donner. Ben OK. écoute, dis que t'as des problèmes menstruels, belle fille. OK. Donc, les femmes allaient alléguer quoi? Des Ben, menstruations douloureuses ou prolongées? Ménométrorragie, là, c'est des histoires de même, là. OK, OK. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Moi, j'en donnais. Mais ça me stressait un peu parce que, veux pas, là, gars, j'avais été 4 ans en serre chaude, là, c'est les frères d'Institution acadienne, au séminaire avec des prêtres. Fait que je trouvais que j'allais un peu contre mes principes de morale, là, Mm-hmm. que l'université m'avait aussi Tout à fait. aidé à contrôler. Mais dites-moi, la faculté de médecine de l'Université Laval, à l'époque, elle n'était pas où elle est là dans le moment? Oui, elle était là, oui. Déjà au pavillon Oui, déjà, elle Vendry? était là, ouais. OK. Ouais. Puis si vous me parliez de l'ambiance, les études en médecine à cette époque, mettons, la grosseur des classes, la confrérie, tout ça... Ben, la confrérie, c'était vraiment très agréable. Très masculin, évidemment. Ah oui, nous autres, dans notre classe, il y avait six femmes. Dans Sur combien, vous vous rappelez? Ben, je sais pas, je dirais 80, peut-être 90, je sais pas. OK. On était un bon nombre encore, mais il y avait juste 6 femmes, là. OK. Puis est-ce que ça se tenait ensemble ou Non, l'esprit de groupe? non, finalement, les femmes, on vivait pas mal avec elles aussi. OK. Puis les gens c'était convivial, là. On peut dire qu'on se côtoyait facilement. OK. Vous étiez venu à Québec pour ça, donc est-ce que vous connaissiez la ville avant ou... Non. Pas beaucoup, non? Non, pas beaucoup. Mais est-ce que pour vous, mettons, d'arriver à Québec, c'était pas une grande ville à l'époque, mais c'était plus gros que... Ben, pour moi, c'était pas mal plus gros que Delbo et Adbanel. OK. Là, à quel âge aviez-vous quand vous êtes arrivé? 25 ans au début de vos études en médecine? Oui, regarde, c'était en 24-25 ans. En médecine, c'était en 59. C'est ça. Moins 36, ça donne 23 ans. 23 ans, puis les 5 ans, fait que j'ai fini à 28 ans. Là. OK.
C'est-à-dire, j'ai commencé à pratiquer. Puis, j'imagine qu'il y avait déjà ce qu'on appelle l'externat à l'époque, les stages dans les hôpitaux, tout ça. Là. Oui, j'ai fait tous les hôpitaux. Vous avez fait tous les hôpitaux de la ville? J'ai fait tous les hôpitaux de la ville, Est-ce qu'il y avait des coups de cœur ou des hôpitaux à l'époque qui étaient... Moi, quand j'ai fait mon externat, disons, à Québec, pour vous dire quelque chose, dans les années 90, l'hôpital Saint-Sacrement avait une très grande réputation. Là. Est-ce qu'il y avait des choses qui ressortaient à l'époque? Ou... Ben oui, Saint-Sacrement. C'était Saint-Sacrement. C'est Saint-Sacrement. OK. Parce que dans ce temps-là, le CHU, c'était l'hôpital des vétérans. Exact. C'était l'hôpital des vétérans. Ça fait que on n'allait pas là. OK. Je suis allé à Saint-François, à l'Enfant Jésus aussi. À l'Enfant Jésus, j'ai bien aimé. Saint-François, c'était l'hôpital de la Basse-Ville, un peu plus. Oui, c'est ça, mais j'allais surtout à l'Enfant Jésus. Là. OK. À l'Enfant Jésus, on avait l'Enfant Jésus. L'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu. Ben, l'Hôtel Dieu, dans mon temps, là, vous aviez les grands pontifs en médecine, là. Les Richard Lessard, c'est spécial, là. Ah oui? Oh oui, c'était vraiment des gens qui étaient allés étudier en France. OK. Puis, me dire, c'était un peu... Pompeux? Oui. On peut dire que c'était pompeux. Fait que votre premier choix, votre coup de cœur, c'est plus Saint-Sacrement. Saint-Sacrement, oui. OK. Mais à l'Hôtel Dieu, là, j'ai connu Dr. Yves Morin. Cardiologue? Cardiologue. Puis, moi, un gars, c'était dans les années 60, c'était dans les années où il y avait des maladies cardiaques, là, des genres de fibrose, je sais pas quoi, là, dû à la bière. Dr. Morin a écrit un livre que j'ai à la maison, que je n'ai pas lu, qui s'appelle Cœur tigré, si je ne m'abuse. Ce sont c'était la bière DAW. La bière DAW. D-O-W. Et ça donnait des cardiomyopathies au cobalt. Au cobalt, c'est ça. Ouais. Mais lui, là, d'accord, il a fait le lien. Mais le lien au cobalt, là, ben, je pourrais vous dire que ça a été fait par un pathologiste, le docteur Bonenfant. Oui. C'est qu'il y avait eu des problèmes au niveau de la thyroïde, puis il trouvait je sais pas si on peut dire des résidus, là, mais il y avait du cobalt. Dans la thyroïde? Dans la thyroïde, ouais. OK. Ouais. OK. Mais ça, c'est effectivement, donc cardiomyopathie au cobalt. Donc, ouais, c'est ça. Faut pas prendre trop de bière. Puis vous savez pourquoi ils mettaient du cobalt dans la bière? Non. Parce que les gens de Québec, ils aimaient avoir de la broue. OK. Dans la bière. Ça faisait de la broue, le cobalt. Il n'y en avait pas à Montréal. Ils ne mettaient pas de cobalt à Montréal, là. Okay. Ben, d'après moi, là. Non, c'est ça. Puis pour moi, ça a été dramatique, ça, quand la compagnie DA a fait faillite. Parce que mon père, c'était un buveur de bière, puis il buvait juste de la DA. OK. Puis lui, il est venu un peu, là, il savait plus quoi faire. Désemparé. Je peux plus boire de DA. Mais finalement, il a fini par changer de, changer de marque. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Suite à vos études en médecine, vous êtes allé faire votre internat à Chicoutimi. J'imagine que c'était une volonté de retourner dans votre région? Oui, au début, j'avais l'idée d'aller à l'Anse-Saint-Jean. Okay. Parce que quand j'ai fait mon internat à Chicoutimi, j'avais un médecin qui pratiquait à l'Anse-Saint-Jean, puis qui venait faire son obstétrique. Puis, je m'étais lié un peu d'amitié avec. Il me parlait, il s'était lié d'amitié. Lui, il cherchait un remplaçant. Fait que c'est lui qui avait fait les premières démarches. Hein. Okay. Puis, j'étais allé chez lui régulièrement. Là. Mais entre-temps, le médecin qui était à Adbanel
tout près de Dolbeau, où je suis né. Mhm. Lui, à un moment donné, quand il a su que je voulais rester dans la région en omnipratique, ben, il est venu me visiter, puis là, ben moi, dans le fond, j'aimais mieux aller à Dolbeau, près de chez nous. Parce que venir faire son obstétrique de l'Anse-Saint-Jean à Chicoutimi, là, l'hiver, C'est moins le cher plaisant. problème, moi. Mais quand ce qu'on appelle l'internat aujourd'hui, ou ce qu'on a, parce que l'internat C'était n'existe l'internat. plus, mais vous, à l'époque, l'internat, c'était simplement s'affilier avec un médecin pendant un an? Non, c'est qu'on changeait de spécialité là, régulièrement. OK, c'était affilié à l'hôpital. C'était affilié, ben oui, j'étais à l'hôpital. OK. On faisait de l'urgence, puis en fait, on allait un peu dans toutes les spécialités. On faisait des stages dans toutes les spécialités. Parce que dans le fond, c'était à l'hôpital général, mais il nous préparait aussi pour notre arrivée en campagne. Là. Est-ce que, parce que ce que j'ai entendu de l'internat à cette époque-là, c'est que c'était vraiment, là, à ce moment-là, aussi une grande confrérie. Les internes passaient l'année à l'hôpital, à toute fin pratique. Ah oui? Les tournées d'hôpital le soir en groupe, là, c'était comme, entre guillemets, des fois un petit party, un peu, l'internat. Oui, c'était très convivial, hein, les confrères, tout ça. Puis à tel point qu'à un moment donné, j'avais un confrère, Jules Cartier, vous l'avez peut-être connu, oui. de Drummondville. J'ai resté ami avec tout le temps jusqu'à sa mort. On se rencontrait au moins une fois par année. Puis lui, son épouse, à un moment donné, j'étais de garde avec Jules le jour de Noël. Puis son épouse nous avait apporté un réveillon. Okay. On avait mangé là toute la gang d'internes et de résidents. Fait que vous dites, on s'était fait un party sur place. Mais vous habitiez à l'hôpital? Non, j'avais je demeurais dans une résidence juste l'autre bord de la rue de l'hôpital. OK. C'était quoi les horaires de travail pour un interne à cette époque-là? Combien d'heures par semaine? Je sais pas, mais il y en avait beaucoup. Me diriez-vous de souvenirs 60, 80? 60, 70, ça me trompait, là. OK. Puis avez-vous envisagé faire une spécialité ou... Plus tard. OK. Plus tard, j'ai envisagé de faire une spécialité. Mon frère était physiatre, hein? Mm-hmm. Puis il pratiquait à Chicoutimi. Puis quand j'ai laissé Adbanel, là, tu sais, on va revenir sur Adbanel, j'espère. Mm-hmm. Oui. Quand j'ai laissé Adbanel, j'ai demeuré 1 an à Jonquière, 68 à 69. Puis mon frère, il pratiquait à l'hôpital de Chicoutimi. Puis lui, il m'avait organisé, si tu viens en spécialité, il va te faire ta médecine à Chicoutimi, là, ma médecine, ma chirurgie, de l'orthopédie. Il m'avait organisé un setup qui avait bien de l'allure. OK. Mais là, à Québec, on venait de mettre en place les facultés? Une faculté, c'est-à-dire même pas de faculté, là, un contrôle universitaire. D'accord. Il y avait un nom pour ça. Alors, moi, quand je suis allé le voir, là, ça venait de se faire. Il dit, vous pouvez pas faire ça comme ça. Okay. Il dit, c'est moi qui organise c'est moi qui organise les stages. Tu pourras pas faire c'était le docteur Jobin, là, dans la famille des Jobin dans le temps, qui était doyen de la faculté de médecine, puis tout ça. Non, tu peux pas faire ça. Il dit, va falloir que je t'organise vraiment un setup là, régulier, puis tu pourras pas faire de stage à Chicoutimi, peut-être un 6 mois, mais pas plus. OK, je comprends. C'était plus peut-être les programmes de spécialité qui étaient plus contrôlés un peu là, par les universités. Oui, c'est ça. OK. Comment tu dirais? C'est un contrôle universitaire. Un chef de département universitaire. OK. Lui, il était physiatre, ce docteur Jobin-là. OK. Alors lui, il dit, c'est malheureux, mais je peux pas faire ça. OK. Alors moi, je venais de passer 5 ans en dehors de ma famille, c'est-à-dire en dehors de ma famille ici, avec une vie familiale assez spéciale, là, quand j'étais en médecine générale. Alors, retourner 4-5 ans en spécialité, pour ma famille, je trouvais ça très, très difficile. Là. Okay. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de pas aller en spécialité, mais je voulais m'en aller en physiatrie. En physiatrie. Comme votre frère. Comme mon frère, c'était mon idole. OK, non, effectivement, je peux comprendre. Ouais. Dites-moi, donc c'est ce qui vous a amené à débuter votre pratique à Albanel. Ben, Albanel, comme je vous dis, il y a un poste qui se libérait. Puis là, on achetait la maison. Puis, en parenthèse, la clientèle, parce que la clientèle était habituée d'aller chez ce médecin-là. C'est clair qu'il allait revenir. OK. Puis lui, en fait,
ce médecin-là, ben, il avait son petite pharmacie à l'intérieur de la maison. Alors, il nous vendait la maison, les résidus de la pharmacie, puis tout l'équipement médical aussi pour commencer à fonctionner dès la première journée. C'est vraiment comme un entrepreneur un peu. Là. On achète la compagnie, Ben, c'est la ça. marque de commerce, l'inventaire. Puis là, ben là, c'était en 64. J'avais payé ma maison, tout le kit, là, 32 000 Quand même. Ah, mais c'était de l'argent dans le temps. Tout à fait. Vous m'avez raconté, on recule tellement dans le temps, vous m'aviez parlé de consultation à 2 $. Puis vous m'aviez raconté une anecdote, je ne sais pas si c'était un cultivateur qui était venu vous voir pour avoir un avis, même à 2 $, puis après, il ne voulait pas vous payer, là, donc... Non, ben regarde. Je trouvais ça trop cher. Ou... Ben, c'est ça, t'as rien fait. Oui. Tu sais, dans le fond, les gens, si tu donnais pas de médicaments, t'avais rien fait. Ah, le conseil ne valait rien. Ou l'examen physique. L'examen physique, oui, mais moi, j'avais pas fait un examen physique. Il venait me consulter pour un problème avec son fils ou je sais pas quoi, là, je me rappelle plus. OK. Mais ce que je me rappelle, c'était l'événement. Il venait me voir un dimanche matin après la grand-messe. Je faisais du bureau après la grand-messe le dimanche matin. Bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, je lui ai dit, écoute, quand je lui ai dit, monsieur, ben là, ça va être 2 piastres la consultation, les 2 bras en l'air, mais t'as rien fait. Mais écoutez, le gars, moi, j'ai fait des études, là, je sors mon violon, hein. J'ai fait des études, puis etc. Il dit, toi, là, pendant que t'étudiais, là, ben nous autres, on travaillait. Vous comprenez? Bon, alors ça, c'est clair. Puis il dit, quand je suis sorti là, de la messe, ben là, il y a de mes collègues, des voisins qui m'ont dit, hey, est-ce que c'est le temps de faire les foins? Ben non, attendez la semaine prochaine. C'est une consultation, ça. J'ai rien changé à personne. Mais finalement, est-ce qu'il a payé, lui? Ou Je sais pas. Je sais pas. Ben, tu sais, on était très... Tu sais, dans le fond, les consultations, on ne les chargeait pas tout le temps parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment démunis. Des fois, ben là, tu sais, t'allais dans une famille, des fois, il y avait 5-6 enfants qui avaient de la grippe. Je chargeais pas 6 examens, là. Est-ce que les gens vous payaient avec du troc, parfois? De la nourriture ou... Non, mais Non, mais souvent, ils nous disaient, je vais vous payer un accouchement en particulier. Combien ça payait un accouchement? 50 $. Puis, mais est-ce que c'était beaucoup d'argent, 50 $ d'abord? Ben, 50 $, c'était quelque chose dans le temps. Là. Probablement. Hein? Oui. Puis même 2 $, si vous voyez 30-35 patients par jour, ben, je veux dire, dans le temps, c'était de l'argent comparativement à ce que les gens gagnaient. Mm-hmm. Ben, on était bien, on vivait bien. OK. Puis je vivais dans une maison là, qui ressemblait à un presbytère, là, 6 chambres, puis mon bureau en plus, puis tout le kit. Bon, c'était vraiment... on faisait pas pitié malgré tout, mais on réussissait à faire de l'argent parce qu'on travaillait 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. Hein? 6. 7. 7 jours par semaine. Ben, je faisais du bureau après la grand-messe le dimanche. Ouais, ça compte comme une journée, ça. Ben oui. Puis ce qui veut dire, c'est que les gens avaient notre numéro de téléphone. Ils nous appelaient n'importe quand. Puis si je m'appelle malheur, je répondais pas. Ils appelaient la voisine. Le docteur est chez eux. Est-ce que ça venait cogner à la maison? Oui, régulièrement. Donc, vous étiez techniquement toujours de garde. J'étais toujours de garde. Mais la vie, aviez-vous commencé votre famille à l'époque? Ou... Oui, je me suis marié en 3e, après ma 3e année. OK. Vous aviez des enfants déjà, donc? Non. Fait que quand j'ai commencé mon internat, j'avais une fille. OK. J'avais ma première fille. OK. Ouais. Mais ça veut dire qu'il n'y a jamais de période de repos ou... Non, la nuit, on sortait... la nuit, j'avais un appel. Ben, je faisais beaucoup d'obstétrique. Hein. Ben, c'est ça. Hey, dans le temps, en 64, l'obstétrique, je ne ferais pas de dessin. Là. Ça fonctionnait. On en faisait. Il y avait quasiment tout le temps quelqu'un. C'est ça. J'avais toujours quelqu'un en travail, quasiment. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Ben, ça faisait presque aucune vie personnelle, là. Non. Par contre, je faisais mon bureau dans ma maison. OK. Ça fait que quand j'avais des temps libres, ben, je pouvais aller dans la cuisine parler à mon épouse. Puis dans ce temps-là, en 64, ben, ma petite fille était née en 63, ça fait qu'elle n'était pas tellement vieille. Là. Mm-hmm. Puis mon autre en 66, fait que, tu sais, j'avais des jeunes enfants. OK. Mais j'essaie d'imaginer, il n'y a personne qui accepterait ça aujourd'hui, là, techniquement, vous avez été toujours de garde pendant 4 ans. Oui. Ben, le mercredi, écoutez, on prenait congé. Il y avait 2 médecins à Normandin. Alors, on était 3, là, à un moment donné. Le mercredi, à partir de midi jusqu'à la fin de la journée, on prenait un congé. Alors, je prenais 2 congés, un congé de 2 jours par mois. Le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi. Puis je revenais le soir, je suis chez moi. Puis mon épouse demeurait à Alma, ses parents demeuraient à Alma. Fait que là, on partait sur l'heure du midi, on allait souper à Alma, puis on revenait. Mais ça, c'était mes grosses sorties. Preniez-vous des vacances? Oui, oui. Ah oui, ça, oui. Ça. Dans le temps, là, en 64, on allait en Floride. C'est le gros luxe. C'était le gros luxe. Mais on allait en Floride, en tout cas. Puis, à ce moment-là, la qui couvrait la ville? Ou ben, j'avais mes 2 collègues à Normandin. Là, OK. à peu près une dizaine de kilomètres. OK. Ça fait que... Mais quand je partais comme ça, là, écoutez, tu sais, le curé en chair, là, durant son sermon, là, il disait, bon, là, le docteur s'en va en vacances pour 15 jours, là. Il a le droit de prendre des vacances, cet homme-là, là. Faut qu'il se repose de temps en temps. Ça fait que là, si vous avez besoin de pelule, allez-y avant qu'il parte. OK, là, ça veut dire que la clinique du dimanche après-midi était pleine. Ouais, madame. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Puis, mais vous vendiez les médicaments aussi. Oui, je vendais mes médicaments. C'était une grande source de revenus. J'imagine, c'est ça. Hein? C'est là qu'on faisait nos gros revenus, dans le fond. OK. Est-ce que vous faisiez des préparations de médicaments, disons? Non, jamais. Non. OK. Non, moi, j'en ai pas fait. Il y en a qui en faisaient. Moi, j'en ai jamais fait. Gardiez-vous tout ce qui était nécessaire ou oui, fallait commander oui, des choses? Oui, j'avais pas mal on commandait beaucoup. OK. Avais-tu des antidépresseurs en 64? Non, on n'en donnait pas beaucoup. Il y avait surtout, surtout dans le temps, c'était des anxiolytiques, là. Okay. Du genre benzodiazépine. Okay. Moi, quand je suis arrivé là, le Librium qui arrivait, le Valium. OK. Puis le Librium, ça, je peux vous dire ça, quand les voyageurs des compagnies pharmaceutiques venaient nous visiter. Puis alors, si tu achètes, mettons, 1000 Librium, je t'en donne 1000 gratuit. OK. Fait que ça, c'était payant. Parce que là, vous pouviez les vendre... Ben, je les vendais au même prix. Voilà. C'est ça. Il y a des gens qui se sont fait prendre comme ça, des pharmaciens, il y a quelques années, parce qu'ils revendaient les échantillons. Mais je ne considérais pas ça comme... Non, c'est ça. Non, mais ils vendaient des échantillons, ça, oui. Ça, c'est interdit. Ouais, ah ouais. Le traitement de l'infarctus dans le temps, ça n'existait pas, je pense. Hein? C'était repos, morphine, c'est dans les années. Ben, écoutez, moi, quand j'ai commencé, là, l'infarctus, moi, je savais c'était quoi. J'arrivais à l'université. Mais les gens dans le coin, là, ils parlaient pas d'infarctus. Ils faisaient des indigestions aiguës. OK. Ils faisaient une indigestion aiguë. À cause de la douleur. La douleur, les maux de cœur. ça arrivait souvent après un gros repas. Les maux de cœur. Les maux de cœur, tout ça.
Mais dans le temps, l'infarctus, oui. Il n'y avait pas grand-chose, je pense. Il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment... Les accidents de ferme, habillez-vous ça pas mal? Ou Des accidents de ferme, oui. Puis surtout que moi, c'était surtout des fermes laitières. Là. C'était des fermes laitières où je pratiquais à Banel. Mais le village voisin, Girardville, c'était des bûcherons. Hein? OK. Alors, ils passaient une partie de l'hiver en dehors de foyer. Ils s'en allaient dans des camps, dans la forêt. Puis, comme ils disaient, eux autres, ils descendaient du bois pour venir voir leur famille au printemps. Parce que là, pourquoi ils arrêtaient au printemps de couper du bois? Parce que les chemins étaient plus utilisables. OK. D'ailleurs, je suis déjà allé à ces camps-là. Là. J'avais pris le fossé. OK. Dites-moi, vous parliez du curé là, en chair qui annonçait votre départ. C'est le même curé qui courait après vous pour vous empêcher de prescrire la pilule? Parce qu'on est encore dans la période oui, charnière là, de la transition. Ouais, lui, il disait, écoute, tu prescris de la pilule? Il dit, les gens s'en confessent. Les femmes s'en confessent d'avoir pris la pilule. Ils vont en confesse. Puis mon père, je m'accuse d'avoir pris la pilule. Ben là, parce que probablement qu'ils m'avaient menti, alors pour eux autres, c'était un péché. Puis vous, qu'est-ce que vous répondiez à ce bon curé, là? Ben, j'ai dit, écoute... D'abord, c'était confidentiel. Là, là, moi, quand je disais, moi, je prescris la pilule quand ils ont des problèmes menstruels, c'est ma job. Mm-hmm. Jusqu'à temps que, à un moment donné, il y avait comment ça s'appelle, des retraites paroissiales. Il y avait des gens, pères jésuites, qui venaient faire des retraites dans les petites villes ou comme dans une paroisse comme chez nous. Alors lui, à un moment donné, il vient faire une retraite, là. Puis pendant qu'il faisait sa retraite, il y a un morceau de verre qui est tombé d'un lustre. Puis ça lui a fait une plaie sur la tête. Puis là, il est venu me voir. Fait que là, j'ai jasé un bout de temps avec, puis je lui disais, mon père, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, au point de vue moral? C'est un père jésuite, hein, t'as plus évolué un peu. Mm-hmm. Il dit, c'est pas de tes affaires, la morale. Il dit, si tu as des indications médicales, vas-y, mais au point de vue moral, essaye d'oublier ça, c'est pas ton problème, ça. Fait que ça m'a libéré. Fait que là, je dis pas que j'ai continué à en prescrire allègrement, mais parce que vous savez que l'énovide, dans ce temps-là, c'est ça, l'énovide, il y avait beaucoup d'effets secondaires. Là. C'était dangereux, plus dangereux. Des grosses doses d'hormones, je pense. Oui, des grosses doses d'hormones. Puis j'ai appelé un pharmacien que je connaissais bien, qui est à l'Université de Montréal, qui fait de la recherche, puis un professeur émérite, puis tout ce que vous voudrez. J'ai dit, essaye de me faire une comparaison entre l'énovide puis la pilule d'aujourd'hui. Il dit, je peux pas faire ça. Pourquoi? C'est trop différent. Il dit, on parle pas des mêmes affaires. Il dit, la pilule d'aujourd'hui est sécure, elle est bien dosée. C'est tout ce que je peux dire. OK. Mais dans le temps, il y avait beaucoup de problèmes cardio-pulmonaires. Il y avait des problèmes vasculaires aussi. Thrombose. Des thromboses, puis... embolie pulmonaire. C'est pour ça que le pape Paul VI, en 1969, quand il a abrogé la loi, ben lui, il est venu dans tous les États, hein. Puis là, il avait dit, les générations futures me remercieront d'avoir défendu la population contre la pilule. Bon. Puis, dans le fond, lui, c'est tout ce qui l'intéressait, c'était, entre parenthèses, le problème moral. Tout à fait. Le problème médical, je pense bien qu'il était plus ou moins sûr. Je suis pas sûr que les générations actuelles le remercient. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec.
Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Est-ce qu'il y avait des avortements à l'époque? Oh non. Clandestins ou autres? Clandestins, il y en avait. Qui faisait ça? Ben, moi, j'ai eu un avortement clandestin pendant que j'étais à Jonquière. Puis c'est une femme qui m'arrive avec une jeune fille, là. Une jeune fille. Puis elle faisait de la fièvre, elle faisait de la température, là. Puis, tu sais, elle filait vraiment pas. Puis là, elle était avec sa mère. Puis elle ne parlait pas, c'est sa mère qui parlait. À un moment donné, la petite jeune fille, là, était même, je dirais 15-16 ans maximum. Mm-hmm. Fait que là, à un moment donné, elle se fâche. Puis elle dit à sa mère, sors du bureau, je veux parler au docteur tout seul. Pour l'époque, c'est quand même... C'était quelque chose, faire sortir sa mère, là. Fait que là, elle me dit, j'ai dit, c'est quoi ton problème? Parce que là, tu sais, tu faisais pas la mère ne sait pas ce qui s'est passé, là. Non, elle ne sait pas, là. Puis, tu sais, tu faisais pas un examen gynécologique chez une jeune fille, surtout dans notre temps, là. Il fallait qu'il y ait des raisons sérieuses. Mm-hmm. Alors, elle dit, je me suis fait avorter. Elle dit, c'était un infirmier qui faisait ça. Puis, bon. Pas dans les meilleures Fait conditions. que moi, je l'ai envoyé tout de suite. J'étais à Jonquière, il y avait un gynécologue là, je l'ai envoyé, puis tout de suite, lui, il a fait ses examens, puis bon, il dit là, mêle-toi pas de ça. Puis, vous rappelez-vous la suite avec la mère ou avez-vous un suivi? Ben, la mère, je l'ai revue après. Ben là, j'ai dit, ben là, tu sais, dans le temps, on disait pas grand-chose aux gens. Hein? Mm-hmm. Des fois, on donnait pas les pronostics, pis ça. J'ai dit, là, votre fille, là, elle a un problème gynécologique, puis il faut que je l'envoie en gynécologie, et c'est urgent. C'est tout. C'est tout ce que j'avais dit, moi. Donc, puis le gynécologue... la mère n'a jamais rien su. Ah non, le gynécologue, lui, il dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, je parle à la mère, inquiète-toi pas, je vais lui parler, moi. Parce qu'il faut que je fasse un curtage, ou je sais pas quoi, là, en tout cas. Mais il dit, c'est moi qui vais l'avertir, la mère, pourquoi je traite sa fille, puis qu'est-ce qu'elle a. Je dis, je vais lui dire, moi. J'imagine que la jeune fille a passé un mauvais quart d'heure Ouais. quand elle est retournée à la maison. Ouais. Ouais. Mais par contre, ouais. OK. Parce que moi, j'avais 8 sœurs, hein. OK. Puis ma mère, elle disait à mes sœurs, si vous devenez enceinte alors que vous n'êtes pas mariés, présentez-vous pas à la porte. C'était triste, hein? On avait des bons parents chez nous. Mes parents, c'était vraiment exceptionnel. J'ai eu une enfance exceptionnelle, mais s'il y avait une de mes sœurs qui était arrivée Enceinte, elle rentrait pas dans la maison. C'était le déshonneur pour la famille. Oui. Ça, c'est des années 60. mais ça fait pas 200 ans quand même. Ça fait pas 200. Non, ben non. Ben non. Après Albanel, finalement, vous avez décidé de vous déplacer vers Québec. Ben, à Jonquière d'abord. Jonquière, OK. Ben, à Jonquière, je suis allé m'associer avec un de mes collègues, un de mes confrères qui était là. Puis, j'ai pas aimé ça trop parce que, tu sais, dans le fond, la conciliation travail-famille, ça n'existait pas dans mon temps. Hein, quand je vous compte je pense que le mot n'existait pas. Le mot n'existait pas, mais le besoin existait quand même. OK. Ouais. Alors là, mon épouse a dit, là, ça n'a plus de bon sens, la vie que tu fais là. Puis moi aussi, ça n'a pas de bon sens. On est en train d'élever nos enfants. Surtout à Jonquière, là, je les voyais pas parce que je faisais mon bureau à l'extérieur. Fait que là, j'ai décidé de m'en aller à Robert-Gifford. Demandez-moi pas comment, là. Je suis allé à Robert-Gifford. Pour faire de la médecine générale? Faire de la médecine générale à Robert-Gifford. Ils venaient de mettre sur pied un département de médecine-chirurgie. On avait 2 chirurgiens à plein temps, puis il y avait 3 anesthésistes à plein temps, un interniste. Puis on avait un bon setup, là. Il y avait un département de radiologie qui fonctionnait bien. Les radiologistes de l'Enfant Jésus qui venaient, puis les spécialistes en neurologie, c'est les spécialistes de l'Enfant Jésus. Puis on avait beaucoup de spécialistes qui venaient de Saint-Sacrement.
Puis ça, pour les gens qui connaissent l'histoire, à l'époque, ça s'appelait Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange. La composante psychiatrique, c'était imbriqué là-dedans ou c'était deux entités séparées? Non, on était tous ensemble, là. OK. Puis finalement, il y avait, quand j'ai commencé, moi, en 69, il y avait entre 5 et 6 000 patients à Saint-Michel-Archange. 5 à 6 000. Mais vous, votre clientèle à l'époque, c'était les patients de l'hôpital, donc De- essentiellement On une sortait pas clientèle l'hôpital. psychiatrisée. Oui, il y a une clientèle psychiatrisée. OK. Mais dites-moi, vous parlez de 5 à 6 000 patients, là, c'était comme une ville? Ah, ben oui, c'était une ville dans le temps, Saint-Michel-Archange. Il y avait le service d'incendie, il y avait le service de... c'était une ville. Puis l'ambiance dans cet hôpital-là, est-ce qu'on a en tête là, une espèce de... Je veux pas... c'est un peu péjoratif, le terme d'asile, là, l'impression d'être entouré par des gens là, qui sont Nous pas autres- stables. Est-ce qu'il y avait un élément de danger? Aviez-vous peur parfois? ou- Non, moi, j'avais pas peur. Puis, il y a des psychiatres qui se sont fait agresser. En particulier, puis pas beaucoup, juste 2. Des gens qui travaillaient avec en habit cravate. Alors que quand vous étiez avec votre avec votre sarrau, je sais pas, on faisait partie de la gang. OK. C'était moins intimidant peut-être Ouais, pour les c'est patients. vrai. Puis nous autres, on y allait seulement qu'en fait pour les problèmes médicaux. Fait que moi, tu sais, on n'était pas tellement affecté par le problème psychiatrique. On s'occupait des problèmes médicaux. OK. Ça fait que, puis dans le fond, tu sais, moi, ce que j'aimais, c'est que j'étais dans un groupe d'omnipraticiens. Alors, on échangeait beaucoup entre nous autres. Alors, quand je pratiquais, là, 7 jours par semaine, là, je lisais pas beaucoup au point de vue médical. Alors, je lisais le journal, puis ça se résumait pas mal à ça. Tandis que là, on avait beaucoup d'échanges entre nous, les généralistes. On avait des présentations scientifiques régulièrement. Puis on avait aussi des colloques. Puis, en tout cas, il y avait beaucoup d'éducation médicale continue. Fait que c'était agréable. Mais j'imagine qu'à l'époque aussi, votre qualité de vie s'est améliorée grandement. Là, les horaires de travail, c'était du les 8 gardes. puis tout C'était ça. du 8 à 4, une garde par semaine. OK. Tu sais, à un moment donné, quand je suis arrivé à Québec, j'ai demandé à ma petite fille qui avait... T'es pas tellement vieille dans le temps. Comment tu trouves ça à Québec? Elle, c'est le fun. Papa joue avec nous autres. Ça, c'était ma petite Caroline, là. T'es toute OK, jeune encore. OK. On jouait avec, mais couché sur le dos dans le salon avec un enfant tu sais, dans les bras. Mais je faisais jamais ça là-bas, j'avais pas le temps. Puis surtout qu'on venait avec un caractère un peu irascible, là. Tu sais, quand tu travailles jour et nuit, là, C'est moins bon un peu pour le moral. c'est pas bon, là, bon. Comme m'avait dit un orthopédiste de l'Enfant Jésus à Québec, quand j'étais résident, il dit « L'homme ne vit que pour rêver, mais pour rêver, il faut pouvoir dormir. » Dites-moi. Non, je l'aime beaucoup, ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de mon entretien avec Dr René Saint-Cyr, un vétéran de la pratique médicale. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.